Donc, nous passons maintenant à la discussion des complexités et performances d'un code correcteur d'erreur. Et quand nous allons spécifier la performance, nous allons discuter la distance minimale, donc de faire appel à cette idée de distance minimale dans l'espace du signal et maintenant distance minimale pour un code correcteur d'erreur. Mais on commence avec la complexité. Donc, pour l'algorithme de Viterbi que nous exploitons pour les codes convolutifs, il faut examiner c'est quel genre d'opération qu'il faut faire. Donc, la complexité de VLSI est une fonction de quel genre de manipulation mathématique il faut faire. Et les manipulations dans l'algorithme de Viterbi sont assez simples. Il faut additionner. Donc, nous avons les métriques de branche et il faut les ajouter pour les métriques de chemin, pour faire la mise au jour de métriques de chemin. Il faut comparer. À chaque point, nous avons plusieurs chemins qui arrivent à cet état et il faut comparer et garder ce qui est le plus vraisemblable. Donc, il faut sélectionner. Donc, comparer, c'est quel est plus grand et après la comparaison, il faut sélectionner lequel que nous allons garder en mémoire. Donc, l'acronyme ACS est utilisé pour ces opérations qui sont assez simples. Donc, mémoire. La mémoire, nous allons déterminer d'avance. Nous allons faire un compromis entre la performance et la complexité en spécifiant un paramètre qu'on appelle la longueur maximale d'un chemin, la longueur de troncature ou en anglais de traceback length. Donc, le concept ici est que d'habitude, on va attendre d'avoir une convergence naturelle. N'importe quel état, un certain temps dans le déroulement de l'algorithme de Viterbi, nous allons voir en arrière que tous les chemins gagnants, finalement, tous les chemins gagnants arrivent à le même point à un certain instant. Donc, ça veut dire qu'ils sont tous d'accord pour ce qui est passé avant ça. Mais cette convergence, ça se peut que ça prend beaucoup de temps pour y arriver. Donc, nous allons spécifier la longueur maximale d'un chemin et si elle n'arrive pas à une convergence en dedans de ce temps-là, nous allons la forcer. Donc, avant de perdre toute l'information sur le chemin, quand nous allons excéder cette mémoire maximale, nous allons forcer une décision, nous allons examiner tous les chemins et voir lequel est le plus probable à cet instant-là quand nous échouons la mémoire. Et on va choisir cet état pour l'état qui va sortir de mémoire. Donc, un bon compromis entre la performance et la complexité de VLSI, la mémoire, est d'utiliser H égale à 4 ou 5 fois la longueur de contrainte. Donc, K majuscule, la longueur de contrainte, et le paramètre qui nous indique c'est quoi qui est nécessaire pour avoir une bonne performance. Donc, H égale à 4K ou 5K très typique. Donc, avec une longueur maximale de H, c'est quoi la quantité de mémoire que nous avons besoin? Donc, imagine que nous avons ici en mémoire une longueur de H pour tous les états. En supposant que c'est la communication binaire, que nous allons par exemple les séquences qui représentent le chemin dans le treillis. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, je ne sais pas quoi. Donc ici, c'est une séquence qui est sauvegardée en mémoire. Ça, c'est un chemin. Mais c'est un chemin qui arrive à un certain état. Il y a combien d'états? Parce que chaque état dans le treillis, chaque état a un chemin gagnant pour arriver à cet état. Donc, combien d'états? Il y a 2 à la k moins 1. Ça, c'est le nombre d'états pour notre système. Donc, nous avons besoin de sauvegarder en mémoire un chemin pour chacun de ces destinations, chacun de ces états pour le système. Donc, c'est pour ça que H fois 2 à la k moins 1 est la quantité de mémoire nécessaire. Ici, c'est binaire, mais si nous avons une autre petit k, ici, c'est pour petit k égale à 1, donc un bit qui entre. Et si petit k est plus grand, nous allons simplement multiplier la grandeur de mémoire en conséquence. Donc, il y a 2 à la k. En plus de ça, ça c'est le chemin.
Et en plus du chemin, on a besoin d'aussi garder la longueur. Donc, je vais ajouter ici la longueur du chemin ou le métrique de chemin, le métrique de chemin, path metric en anglais. Donc, métrique de chemin. Nous allons garder ça aussi parce que sur le silage, comme pour l'additionner, on aura la métrique de branche qui en ajoute à cette métrique de chemin. Donc, il faut garder ici, ce n'est pas binaire. Ça, c'est une valeur qui peut monter. Donc, ça prend un peu plus de mémoire. Donc, il y a h à la 2k-1 pour sauvegarder c'est quoi la valeur de symbole qui est envoyée et en plus de la k-1 métrique de chemin. Donc, on peut regarder une des questions des examens finaux. Considérons l'algorithme de Viterbi pour décoder un code convolutif. Supposons que la longueur de contrainte est k majuscule, qu'il y a un bit k égale à 1 qui entre dans les k majuscules registres à chaque intervalle de temps, qu'il y a n bits de parité. Et nous utilisons des décisions fermes et que nous avons choisi de forcer une décision après h égale à 5k. Donc, k, c'est la longueur de contrainte. Petit k est égal à 1. N est une variable. Et h est égal à 5 k majuscule. Donc, quelle information doit être sauvegardée pour chaque intervalle de bits et quelle est la quantité d'informations à sauvegarder? Donc, c'est un peu de régurgiter, c'est ce que je viens de présenter dans le diapositive précédente. Donc, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder? Mais il faut sauvegarder un chemin de longueur h égale à 5k pour chaque état avec 2 à la k moins état. Il faut sauvegarder 2 à la k moins 1 chemin. Et bien sûr, il faut en plus, il faut garder un métrique de chemin pour chaque état. Nous allons voir que pour la deuxième partie de cette question-là, la première question, c'est général. Quel genre d'informations est-ce qu'il faut sauvegarder? La deuxième partie, il y aura un exemple spécifique. Voici le déroulement dans le trailer de décodage. Avec ce déroulement, donne-nous un aperçu de mémoire. C'est quoi qui est sauvegardé finalement? Donc ici, c'est un peu la théorie, mais nous allons voir un exemple maintenant spécifique. Voici notre exemple spécifique. Nous avons ici, dans cet exemple, 4 états. Donc, ça veut dire ici que K majuscule, la longueur de contrainte est égale à 3 parce que 2 à la 3 moins 1, 2 à la 2 égale à 4, c'est le nombre d'états. Donc, ici, K majuscule est égal à 3. Donc, qu'est-ce qu'on sauvegarde dans notre mémoire? Premièrement, il y a les 4 états, donc j'aurai 4 chemins à garder. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est pour l'état 00. L'état 00, il y aura une certaine mémoire. Une autre mémoire pour le chemin 01. Une autre pour le chemin, pour l'état, je veux dire 10. Et une quatrième pour le chemin A1. En plus, je vais dire ici à la fin, je vais garder cette partie de mémoire pour
pour la longueur de chemin, donc la métrique de chemin. Donc, pour la métrique de chemin, nous allons avoir une valeur pour chacun. Ici, c'est le déroulement. Et on peut voir écrit ici, c'est ça ce que je veux dire par la métrique de chemin. À l'intérieur, ici, ils sont des métriques de branches, mais ils ne sont pas sauvegardés en mémoire. C'est un résultat intermédiaire. Donc, imagine ici que nous avons le temps, ce bloc-là, c'est le temps égal à 1. Ici, c'est le temps égal à 2. Donc, le temps, finalement, c'est ce qui est écrit ici. C'est le temps 1. C'est le temps égal à 2. Ici, c'est le temps égal à 3. Et ici, le temps égal à 4. Donc, nous allons voir le déroulement de la mémoire pour chaque intervalle de temps, chaque intervalle de symbole qui passe dans le décodeur. Donc, on commence avec l'état 0, 0. On arrive comment pour cet état dans le temps égal à 1. Mais à temps égal à 1, premièrement, la ligne solide, ça veut dire qu'il y a donné de 0 et la ligne pointillée, il est donné à 1. Donc, en arrivant à l'état 0, 0, ici, nous arrivons en passant par une donnée de 0. Donc, dans la mémoire, je vais mettre donnée de 0 et la longueur de ce chemin est égale à 1. Donc, c'est ça que je sauvegarde en mémoire. Il n'y a rien dans l'état 0, 1 parce qu'il n'y a pas de chemin encore. Il n'est pas dans le régime permanent, donc il n'y a rien entré. Ici, c'est pointillé qui veut dire une 1. Donc, je mets une 1 ici et la longueur est égale à 2. Encore une fois, il n'y a rien ici. Donc, voici l'information sauvegardée dans l'intervalle T1. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine intervalle de temps et ça va changer. Donc, il faut mise au jour le contenu des registres. Par exemple, ici dans le temps 2, nous allons avoir une métrique de branche de 2 ici, métrique de branche de 1, métrique de branche de 2, métrique de branche de 1. Avec ces métriques de branche, nous allons calculer une nouvelle longueur de chemin pour chacun des états. Donc, c'est certain que cette valeur-là va changer. Au lieu d'être 1, rien, 2, rien, ça va être 3, 4, 2, 3. Donc, je vais changer cette valeur-là. Donc, 3, 4, 2, 3. Et après ça, il faut changer le chemin pour arriver à l'état 0, 0, mais finalement, c'est 0, 0. Et dans ce cas, par hasard, celui ne change pas. Donc, je mets 0, 0. Ça, c'est la séquence pour arriver à l'état 0 à temps t égale à 2. Pour l'état 0, 1, on passe par le chemin ici. Donc, ça sera 1 suivi par une 0. Donc, ici, je vais écrire 1 suivi par un 0. Et pour le troisième, 0, 1. Donc, on change ici. Et dernière, c'est 1, 1. Donc, voici un aperçu de mémoire à l'instant t égale à 2. On passe à t égale à 3. Donc, à t égale à 3, j'ai déjà passé à travers cette additionner, comparer, sélectionner. Donc, j'ai juste gardé ici dans cette graphique-là les chemins gagnants. Donc, je n'ai pas fait le calcul comme on a fait ici avec les métriques de branche. Tout était fait déjà et on ne sait pas qu'est-ce qui étaient les étapes intermédiaires. Mais nous arrivons ici, c'est le temps de faire la mise au jour de mémoire pour notre algorithme de Viterbi. Donc, pour le mettre au jour, nous allons entrer ces valeurs pour le métrique de chemin et nous allons changer les chemins pour y arriver. OK, je viens d'effacer les valeurs. C'est bien sûr, pour la mise au jour, il aurait été exploité, mais il faut réaliser que ça se peut qu'il n'est pas juste une
décalage à droite des données précédentes. Parce que le chemin peut complètement changer d'une itération à l'autre. Ça dépend de où, ça vient de où. Donc, il faut pas nécessairement, il faut savoir c'était quoi le chemin précédent parce qu'il y a un qui va contribuer à le chemin gagnant ici, mais il ne sera pas nécessairement dans le même registre de mémoire. Donc, nous allons faire la mise au jour maintenant. Et pour le temps égal à 3, nous avons ici 5, 2, 4 et 5 sont les longueurs, les métriques de chemin. Et le chemin ici, c'est 0, 3 0 de suite. Pour arriver à l'état 0, 1, nous passons par 0, 1, 0. Donc, 0, 1, 0. Pour le chemin qui arrive à l'état 1, 0, nous arrivons par 0, 0, 1. Et finalement, ici, c'est une suite des 1 pour arriver à la quatrième. Donc, contenu de mémoire à l'instant t égale à 3. OK, maintenant, on arrive à temps égal à 4. Pour temps égal à 4, voici les métriques de chemin que nous allons mettre en mémoire. Donc, ça va être 2, 7, 5 et 6. Donc, on voit ici qu'avant, on avait une longueur de 5 et maintenant, c'est une longueur de 2. Je veux juste vous insister un peu que ce n'est pas un décalage qu'on fait ici. Ça peut changer les données qui étaient dans un, va passer dans l'autre. Donc, il est plus complexe opération. Donc, en faisant cet exercice, nous arrivons à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans l'algorithme de Viterbi. Donc, par exemple, ici, c'est un chemin plus court maintenant qu'il était précédemment. Il était 5 avant, mais pour arriver à l'état ici, c'est le chemin de juste longueur 2. Donc, on trace en arrière, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Pour le chemin ici, c'est long, c'est 7, et c'est 0, 0, 1, 0. Et finalement, non, ici sera 0, 1, 0, 1. Et dernière ici, 0, 0, 1, 1. Donc, supposons que nous observons ici que nous avons une convergence ici, qui tous les chemins à le temps 4, ils sont d'accord pour ce qui était la transition là. Donc, on peut l'observer ici parce que finalement, dans cet intervalle, tous les chemins, tout ont la valeur 0. Donc, dans mon système de l'algorithme de Viterbi, quand je remarque qu'à cet instant du temps, tout le monde est d'accord, je peux sortir cette valeur. Je n'ai pas besoin d'attendre pour que la mémoire s'échoue, qu'il n'y ait plus de place. Je peux le faire sortir. Donc, on voit graphiquement ici, et ici, on peut regarder le contenu de mémoire quand je peux identifier une convergence et faire sortir des données. Supposons que j'étais dans une situation où, pour une raison ou une autre, cette valeur n'était pas la même. Donc, ce n'est pas l'exemple ici. Je vais donner un autre exemple. Supposons que nous avons eu ici une 1. Donc, il n'y a pas de convergence. Et la mémoire maximale était atteinte. La longueur maximale était 4. Donc, il faut forcer une convergence même si une convergence n'existe pas. Parce que dans la prochaine itération, je vais perdre cette information-là parce que j'ai juste l'information pour trois intervalles. À ce moment-là, je vais forcer la convergence. Comment est-ce que je vais forcer la convergence? Je regarde, c'est quoi la vraisemblance finalement de chacun des chemins. Ici, il n'y aura que 2 erreurs dans le chemin. Ici, il y aura 7 erreurs. Pour une bonne canal de transmission, il y a toujours plus probable d'avoir moins d'erreurs. Donc, le plus probable sera le chemin des juste 2 erreurs. Donc, je vais supposer que ça, c'est le plus probable.
Je n'ai pas besoin de prendre une décision pour tous les intervalles. Je n'ai pas besoin de choisir 7 chemins. Ça se peut que plus tard, je vais changer d'idée. Mais je vais décider maintenant pour 7 bits-là, il faut choisir. Et je ne vais pas regarder tout, je vais juste regarder celui-là qui est le plus probable, le plus vraisemblable. Et je vais prendre cette valeur, donc c'est cette 0 ici, que je vais faire sortir. Et à la prochaine mise au jour, aucune de ces valeurs vont être disponibles, donc j'aurai sorti le plus vraisemblable. Nous allons maintenant discuter la performance du code. On a vu la complexité et comment ça marche, cette exploitation de mémoire. Et nous parlons maintenant de la performance. Et la performance, comment est-ce que nous allons le quantifier? Mais nous allons avoir un paramètre associé à chaque code qui va nous indiquer la force de ce code-là. Et ça, c'est la distance entre les mots de code. Je vais parler un peu dans l'abstrait, juste les codes caractères d'erreur. C'est quoi cette idée de distance entre mots de code? Donc, je vais parler de ça généralement. Après ça, je vais considérer les codes convolutifs spécifiquement et je vais définir c'est quoi la distance minimale. Mais une discussion générale, philosophique un peu de qu'est-ce qui arrive avec les codes correcteurs d'erreur. Pourquoi est-ce qu'ils améliorent la performance? Nous avons vu l'idée de la distance minimale dans l'espace du signal. L'espace du signal. Et dans ces cas-là, il y avait quels symboles? On a dit que entre tous les symboles, ceux qui sont les plus proches, c'est là que nous allons avoir les erreurs. Les symboles qui sont éloignés l'un de l'autre, il est beaucoup moins probable qu'il y aura une erreur. Donc, pour quantifier la performance, nous cherchons, c'était quoi cette distance le plus petit? Parce que finalement, c'est là que nous allons voir la performance. Maintenant, nous allons faire ça, mais avec un système avec codage. Donc, ce n'est plus le cas ici qui compte, parce qu'ici, il n'y a pas de codage. Donc, il n'y a pas d'assistance. Qu'est-ce qu'un code fait? Un code, il ajoute la redondance. La redondance, nous allons passer de k bits dans un bloc de données vers n bits. Donc, imagine que j'ai un espace où il y a 2 à la k possibilités. 2 à la k, je vais appeler ça un message. Combien de messages est-ce que je peux avoir? Mais il y a 4 bits, donc il y a 2 à la k possibilités de messages. Quand j'ai n bits, qu'est-ce que ça passe? Le nombre, imagine ici que nous avons un espace grand comme 2 à la k. Ça, c'est une collection de tous les messages qu'il peut avoir. Et j'imagine un espace de dimension k, ça va le remplir. Je vais créer autour de ça un espace où il y a la possibilité d'avoir 2 à la n possibilités. 2 à la n possibilités parce qu'il y a maintenant n bits. Ce n'est pas un sous-ensemble. Je n'aurais pas dû l'écrire comme ça. Je dois l'écrire à côté. Donc, ici, c'est un petit espace, mais à côté, j'ai un grand espace. J'ai un grand espace qui est maintenant 2 à la n, parce que n est plus grand que k, beaucoup plus grand. Chacun des messages ici, un message, un des 2 à la k possibilités, il y aura un mode de code. Donc ici, c'est une mode de code associé avec ce message. Un autre point ici, ça va être un autre mode de code. Donc, chacun des messages va avoir un mode de code qui est envoyé. Donc, le bloc, j'ajoute des redondances, j'ajoute des bits, et c'est une mode de code que j'appelle ici. Ici, c'est une mode de code. Et combien de modes de code est-ce qu'il y a dans cet espace-là? Combien de modes de code? Mais il y a 2 le cas message, donc il y a 2 le cas mode de code. Mais ces modes de code, je peux les espacer
Ici était coincé parce que l'espace était petit et tout était disponible là. Ici, j'ajoute la redondance et maintenant, je peux l'éloigner l'un de l'autre parce que l'espace est grand. L'espace est grand et le nombre de messages, le nombre de points dans cet espace est petit. Et c'est à cause de ça, principalement, que nous avons un code qui améliore la performance. Parce que nous avons changé l'espace dans une autre dimensionnalité. Donc, c'est pour ça que pour caractériser la force d'un code correcteur d'erreur, nous cherchons les distances entre les modes de code. Parce que bien sûr, ça c'est un codage, mais supposons que j'étais stupide et j'ai envoyé tous les modes de code dans la même section. Donc, je n'ai pas exploité tout l'espace, mais je l'ai mis tout ensemble ici. À ce moment-là, l'espace entre les modes de code sera petit et je n'aurai pas amélioré la situation ici. Je veux un code qui est fort, qui trouve à placer les modes de code le plus loin d'un de l'autre possible. Et c'est ça le défi de chercher des bons modes de code. OK, donc on a vu la philosophie et maintenant nous allons considérer quelque chose un peu plus spécifique. On parle maintenant des codes convolutifs. Pour les codes convolutifs, on est toujours focalisé sur les séquences. Et ce n'est pas les modes de code isolés dans un code convolutif, mais c'est la séquence des modes de code qui est importante. Donc, le même concept, qu'est-ce que nous avons vu dans la partie plus théorique ou philosophique, c'est la même situation, sauf que dans une trellis, c'est les chemins qui comptent. Donc, dans le calcul d'une distance entre modes de code, ça va être une distance entre les séquences de modes de code qui comptent pour un code convolutif. Donc, c'est ça que nous allons examiner. Juste comme dans l'espace du signal, quand on cherchait la distance minimale, on commençait avec une collection de symboles et on regardait toutes les paires, toutes les combinaisons deux à la fois. Je prends deux à la fois symboles dans cette constellation, je regarde la distance entre eux. Et cette distance, pour chercher le minimum, j'ai cherché pour toutes les paires. Donc, par exemple, j'ai dit que le dmin, en équation, peut-être c'est plus clair, c'est le minimum sur AI pas égal à J de la distance entre SI, SJ, disons. Okay, donc, il y a deux symboles, je prends chacun deux à la fois et je cherche c'est quoi le plus proche. Donc, on va faire la même chose pour chercher les distances entre le mode de code, sauf qu'il ne sera pas de mode de code, mais les séquences de mode de code que nous allons examiner. OK, donc, toutes les séquences de mode de code. Now, il y a un truc. Il y a un truc qui est, cette distance-là, c'est la même chose que les distances entre les mots de code, disons, I pas égal à 0. La distance entre SI et S égale à 0. Donc, dans tous les codes correcteurs d'erreur, il y a un mode de code qui est le mode de code de 0. Et c'est celui-là, pour un code linéaire, qui est le cas ici. Il y a un truc qui existe, et je vais juste l'exploiter, qui dit que la distance minimale est finalement une distance. Je n'ai pas besoin de regarder toutes les paires de symboles. Je peux prendre un symbole à la fois et comparer ça avec la distance à 0. Donc, c'est une caractéristique des codes linéaires qui cette relation existe et nous allons l'exploiter pour chercher la distance minimale. Donc, dans le cas d'un code convolutif, il y a les séquences de toujours 0, 0, 0, 0, 0. Donc, qu'il entre le bit 0 et qu'il reste que le bit 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que je reste à l'état qu'on appelle A, qu'il y a un 0 qui entre et je reste toujours dans le même état. 0, 0, 0, 0. Donc, les registres sont pleins de 0. Donc, ça, c'est ce que je veux dire ici par cette séquence de mode de code qui est 0. Parce que c'est un code linéaire. C'est une propriété des codes linéaires.
Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons chercher la distance entre mots de code et essentiellement, nous allons examiner chacun des séquences de mots de code possibles et comparer avec la séquence de mots de code qui est la séquence de rester toujours avec les registres pleins de zéros. Donc, voici la procédure. Nous allons regarder une treillis. Dans cette treillis, nous allons commencer à l'état A. Nous allons supposer qu'il entre un bit qui va changer à un autre état et nous allons voir toutes les transitions, tous les chemins qui finalement finissent à l'état A. Donc, nous allons commencer à A, terminer à A. Pourquoi? Parce que nous allons le comparer avec le chemin qui est toujours resté dans l'état A, change jamais. Donc, nous allons regarder deux chemins et les deux chemins seront un, tout zéro et tous les autres chemins. Donc, la distance la plus petite sera ce qu'on appelle la longueur ou la distance libre. Donc, c'est la distance minimale, ça c'est un vocabulaire. L'autre, c'est la distance libre et on utilise cet vocabulaire pour les codes convolutifs. Donc, nous allons chercher la distance minimale, la distance libre, qu'on appelle DF. Et cette DF, pourquoi est-ce qu'il est utile? Comment est-ce qu'on exploite cette DF? Parce que cette DF nous dit combien de bits peuvent être corrigés avec ce code-là. Donc, par exemple, T, on utilise pour le nombre des bits qui peuvent être corrigés. Et le nombre de bits qui peut être corrigé, c'est la distance libre moins 1 divisé par 2. Et ce symbole veut dire le plus grand nombre entier dans cet rapport. Donc, nous allons voir la procédure, nous allons faire des exemples, comment chercher cette distance minimale. Et je vais parler un peu de pourquoi cette équation vient d'où. Donc, voici une abstraction de qu'est-ce qui se passe dans les modes de code. Encore, c'est un peu général. Ça peut appliquer pour les modes de code en bloc ou code convolutif. Mais imagine que nous avons deux modes de code valides, E et V. Ce sont deux modes de code valides. Dans le code convolutif, c'est une séquence. Et entre eux, il y a une certaine distance. Il y a un certain nombre de bits qui sont différents entre les deux. Donc, on a une séquence, on a une autre séquence, il y a un nombre de bits qui est différent. Donc, imagine que R1, c'est une autre séquence, et ça, c'est à une distance de 1 de séquence de U, et c'est à une distance 4 de mode de code de V. Donc, R1, c'est une de ces séquences. Il y a une R2, R3 et une R4. Donc, voici une petite abstraction pour dire qu'il y a différentes séquences entre ces deux séquences de mode de code qui sont à une distance différente de ces deux modes de code. Bien sûr, c'est quoi une bonne stratégie? Mais nous allons mettre à la mi-chemin une seuil. Et on dirait que quand il arrive d'un côté, pour R1 et pour R2, mais lequel est plus proche? Le plus proche va être U, ne pas V. Donc, nous allons supposer que même si c'est ce que je reçois, ce n'est pas un chemin avec une longueur de 0, il y a une certaine longueur, je vais quand même finir pour supposer que la séquence, c'est où la séquence aurait été 0 s'il n'y avait pas de bruit. Donc, à ce moment-là, nous allons voir que les distances libres, c'est la distance entre le EV. Et quand est-ce que nous allons faire une erreur? Ne pas être capable de corriger toutes les erreurs. Dans le cas ici, il y a une distance de 1, il y a une erreur, et pour l'autre, il y a 4 erreurs. Donc, c'est certain que nous allons choisir le bon mode de code là. S'il y a 2 erreurs, mais au lieu d'être ici, nous allons plutôt être à une autre séquence, et 2 erreurs, la distance ici, ici sera à 3. Donc ici, nous allons continuer à choisir E, mais rendu à 3, non, à ce moment-là, je vais choisir la séquence envoyée de cette séquence-là, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais faire une erreur. Je n'aurai pas corrigé toutes les erreurs. Donc c'est pour ça qu'on prend les distances entre eux.
moins 1 divisé par 2, ça veut dire, c'est quand je change de côté de seuil. Donc ici, la distance entre eux était 5. 5 moins 1, ça veut donc 4. 4 divisé par 2 est 2. Donc, je peux corriger 2 erreurs et effectivement, je vois quand il y a une erreur, je la corrige. Quand il y a 2 erreurs, je la corrige. Mais quand il y a 3 erreurs, j'ai dit erreur de symbole, mais ça doit être erreur de mode de code. Ou dans le cas d'un code collaboratif, séquence de mots de code. Donc, c'est pour ça que nous allons cette expression pour le nombre d'erreurs qui peuvent être corrigées par un code.